Alex, ça va? Salut, salut. La forme? La forme, ouais, carrément, comme un 9 septembre en pleine rentrée. Bah ouais, comme un mardi. Je suis très contente d'être avec toi, Alex, aujourd'hui pour parler d'un sujet qui tourne autour du multicanal, mais le vrai multicanal. Et avant de commencer pour un peu introduire le sujet et la session d'aujourd'hui, déjà, moi, je m'appelle Héloïse. Je vois plein de prénoms, certains que je connais déjà. Donc, salut à tous. Salut Karine, Frédéric, Ophélie, John, Justine. Et du coup, ouais, je m'appelle Héloïse. Je travaille depuis un peu plus de 2 ans chez La Grosse Machine. Et toutes les semaines, j'anime des webinars en français, en anglais, avec des experts de l'écosystème Growth et Sales pour venir discuter d'un sujet sur toutes vos problématiques qui tournent notamment autour de la prospection. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alexandre Chiabet, cofondateur de Emaily et expert growth depuis, je vais te laisser t'introduire toi-même, mais depuis un certain temps maintenant, et utilisateur de La Grosse Machine, qui est donc du coup un outil de sales automation et qui vous permet du coup de faciliter votre prospection multicanal. Alex, je te laisse te présenter en quelques mots avant de commencer. Yes, salut. Mais en tout cas, déjà, merci pour l'invite. Moi, c'est Alex. J'ai créé l'agence Emaily il y a 3 ans maintenant. C'est vrai que l'agence, elle s'appelle Emaily parce qu'au début, quand on a commencé à faire de l'acquisition, ce qui marchait le mieux, c'était l'email. C'était à l'époque où tu envoyais 10 mails, tu avais 2 rendez-vous bookés. C'était vraiment simple vu que très peu de personnes connaissaient les automatisations. Et donc, naturellement, avec le temps, sur les 3 dernières années, on a un peu adapté les différents canaux, les différentes stratégies d'acquisition. Donc, même si la boîte aujourd'hui s'appelle Emaily, on est sur du vrai multicanal. Et c'est exactement ça le terme de la conférence. Et donc, j'ai commencé Emaily il y a 3 ans. Et avant ça, en fait, j'avais une autre boîte, une application mobile où c'était la première boîte que j'ai créée. Elle a super bien marché. On a fait top 5 de l'App Store juste devant M6, Netflix et MyCanal. Et en fait, c'était à ce moment-là où j'ai commencé déjà à faire des automatisations, du growth, de l'ajout sur LinkedIn, de l'envoi de mails, etc. Donc, ça a super bien marché. On a eu une dizaine de salariés avec mon associé. Et quand j'ai rendu mes parts, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et vu que j'avais géré l'acquisition et le growth de l'application qui s'appelle Popout, je me suis dit, autant rester là-dedans. Et vu que nous, on n'a jamais eu de galère à trouver des clients, parce qu'à l'époque, avec l'app, on a pu avoir des boîtes comme Etam, Asos, Boohoo, Ornicar, Lollapalooza, Captain, chauffeur privé, Amazon, enfin bref, j'en passe. Je me suis dit, vu qu'on n'a jamais eu de galère comme ça et que j'avais déjà des copains qui commençaient un peu à monter des boîtes à droite à gauche et qui galéraient à trouver leurs premiers clients, je les ai un peu aidés à mettre en place de l'email automatisé à l'époque avec un outil qui s'appelait Prospecting, pour ceux qui connaissent. Et c'est comme ça qu'Emaily est né. Et après, petit à petit, on a grossi. Et aujourd'hui, on se retrouve à être une petite équipe de 4, 5, 6 selon les missions et selon les projets sur lesquels on bosse. Et aujourd'hui, vous variez les canaux, vous êtes à la pointe des différentes stratégies pour se différencier, parce que tu as raison, l'email, ça devient de plus en plus compliqué. C'est plus du tout la même époque qu'il y a 3 ans. On en a beaucoup parlé aussi en off de tous les canaux qui peuvent être intéressants de venir utiliser pour sa prospection. Aujourd'hui, on va se parler d'inbound, d'outbound. On parle parfois d'allbound, allbound, et également de retargeting ads. Toi, tu as testé plein de choses ces derniers temps pour tes différents clients. Et ouais, l'idée, c'est vraiment de pouvoir se dire qu'est-ce que le multicanal. Beaucoup de gens parlent du multicanal, mais ce n'est pas le vrai multicanal quand on fait juste peut-être email, LinkedIn. Tu as aussi le call qui rentre en jeu. Enfin voilà, on va parler un peu de tout ça, de faire aussi une petite overview de ce qu'est le multicanal. Avant de lancer la session, petit mot pour toute l'audience. Vous avez à droite un onglet chat. N'hésitez pas à l'utiliser pour poser vos questions pendant toute la session avec Alexandre. Vraiment, moi, je vais aussi l'interrompre pour poser vos questions. Donc, n'hésitez vraiment pas à partager vos challenges, ce que vous avez testé qui n'a pas marché, ce que vous avez envie de tester, les problématiques que vous rencontrez. C'est vraiment hyper important. Vous avez 1 heure gratuitement du temps d'Alex. Rentabilisez-le et voyez-le vraiment comme une opportunité pour poser vraiment toutes vos questions et vraiment qu'on vous débloque au plus qu'on peut pendant cette session. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et aussi, Ouais. si dans le chat, ils peuvent ajouter dans quel secteur ils sont, quels services ils vendent, Ouais, donner qui un sont peu de les contexte. clients. Comme ça, nous, on aura sûrement des études de cas clients et je pourrais donner des exemples vraiment précis par rapport aux problématiques des gens et surtout leur secteur par rapport
par rapport à leur offre, etc. Problématique. Ouais, trop bien. Bah oui, oui, carrément, essayer de donner un peu de contexte. Alex, je peux te laisser partager ton écran et projeter? Bien sûr. Juste, je crois que je ne sais pas si je pourrais lire le chat en Le même chat? temps. Non, bah écoute, te prends vraiment pas la tête. Toi, tu te focuses sur les slides et moi, je Allez, suis ça très là marche. pour poser les questions, il n'y a pas de problème. Ok, Et allons-y. aussi, petite chose, donc, Alexandre est partenaire La Grosse Machine. On a un petit lien pour vous faire profiter d'une offre exclusive d'un mois gratuit pour tester LGM. Donc, parfait pour tester ça à la rentrée. Je vais vous le partager dans le chat et aussi sur la session. Donc, n'hésitez pas à utiliser plutôt ce lien, comme ça vous permet de doubler votre période d'essai qui est normalement de 14 jours et là, vous aurez un mois. Et Alex, je te laisse partager ton Ok, écran. c'est parti. Moi, j'ai vu pas mal de secteurs, notamment Ouais, Nathalie qui est dans la formation. Nous, ça va faire presque 3 ans qu'on est focus sur de la format et aussi pas mal d'agences marketing. Donc, c'est parti pour partager l'écran. allez. Est-ce que le partage est bon? Ouais, super. Nickel. Vu que je vois pas le chat, n'hésite pas à m'interrompre, Héloïse. Il n'y a pas Ça de marche. souci. Pas de Euh, problème. Le thème aujourd'hui, c'est comment faire du coup vraiment du multicanal. Parce que comme le disait Héloïse, le multicanal, aujourd'hui, il y en a plein qui disent je fais du multicanal parce qu'ils ils font du LinkedIn Mail. Et en fait, ça, c'était du vrai multicanal il y a à peu près un an et demi. Aujourd'hui, avec des outils comme LGM qui sont ultra puissants, c'est devenu quand même assez simple. Et c'est pour ça que LGM se développe tout le temps et propose toujours des nouvelles features comme de l'A/B test sur LinkedIn, comme du vocal, comme le Real Chat Mode. Parce que le multicanal, à l'époque où juste on faisait LinkedIn Mail, c'est devenu presque bateau aujourd'hui. Et maintenant, c'est ces micro-détails-là qui font vraiment la différence. Et nous, on va rajouter des canaux. L'objectif du multicanal, il est double. C'est vraiment de multiplier les points de contact avec ton prospect idéal. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est être là au bon moment. OK, quand il a besoin de toi et quand il a besoin d'acheter ton service. Parce que quand on est là au bon moment et qu'on a plein de points de contact avec lui, donc plein de points de contact, il a confiance en nous. Et quand on est là au bon moment, ben, on est bon sur la partie timing. Et vraiment, la confiance et le timing, c'est ça qui fait que les gens achètent aujourd'hui. Si le mec n'a pas confiance en vous, mais que c'est le bon moment, il ira acheter chez quelqu'un d'autre. Si le mec a confiance en vous, mais que c'est pas le bon moment parce qu'il y a un recrutement, parce qu'il y a un départ dans sa boîte ou autre, il n'ira pas acheter, que ce soit ni avec vous, ni avec un des concurrents. Donc vraiment, les gens qui achètent, donc les prospects qualifiés, matures, qui ont un niveau de conscience élevé de leurs problématiques, ils achètent quand ils ont confiance et quand c'est le bon moment. Partant de ce postulat, nous, on a développé une stratégie en 3 étapes. Et cette stratégie, elle génère 20 à 200 rendez-vous par mois. Là, j'ai mis quelques captures d'écran qu'on a pu générer. En 30 jours, 131 rendez-vous, 60 rendez-vous, en 60 jours, 280 rendez-vous. Ici, en 30 jours, 137. Là, en 3 mois, 420 rendez-vous. Ici, 150 sur un mois. Trop bien. Avant d'aller plus en profondeur, il faut vraiment comprendre l'acquisition. L'acquisition, c'est un entonnoir. Je montrerai à Héloïse les slides, vu que c'est quelque chose où moi j'ai essayé de dessiner, mais l'entonnoir, il est un peu bancal. Mais vraiment, l'acquisition, ça s'affine comme ça. C'est on lance, on analyse, on optimise. Et même quand on donc des campagnes qui génèrent du résultat, on est sans cesse dans l'optimisation. Moi, j'ai des amis qui ont des boîtes et qui font entre 500 000 et 3 millions par mois. Ils sont sans cesse dans l'optimisation parce que c'est un entonnoir qui ne termine malheureusement jamais et on n'a jamais la bonne stratégie vu que tout le temps, l'acquisition évolue. Et donc, malheureusement, il n'y a pas de magie. J'aime bien cette petite slide vu qu'il y a plein de gens qui se disent « Ok, je vais envoyer des mails, ça va marcher, etc. » Non. Si l'acquisition, c'était si simple, vous ne serez pas présent aujourd'hui sur le Webi et les agences comme nous, on n'existerait pas depuis des années pour accompagner les clients, vu que sinon, s'il suffisait juste de lancer des campagnes, ça marcherait et ce serait simple. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, dans l'acquisition, il y a 3 types d'acquisition. L'acquisition gratuite, création de contenu, donc ça peut être de la newsletter, ça peut être de la création de contenu sur LinkedIn, ça peut être Un des posts webinar. sur Instagram, ça peut être des webinars comme on fait là maintenant. En dessous, on a l'acquisition semi-gratuite, donc LGM. Pourquoi j'appelle ça semi-gratuite? Parce que c'est justement où on va payer des outils pour générer du lead, mais ça ne va pas non plus coûter des 1000 et des cents, comme le 3e point qui est ici, l'acquisition payante avec de la publicité en ligne. Contenu organique, c'est toi et l'algorithme. Donc, il faut réussir à craquer un peu l'algorithme et tu dépends de l'algorithme. C'est lui qui va voir un peu ta visibilité. LGM, là, c'est une stratégie un peu plus fine, un peu plus subtile qu'on met en place.
Et ensuite, la publicité, donc l'ADS, tu payes, tu gagnes. Toutes les grosses boîtes aujourd'hui, quand elles se développent, elles font de l'ADS. J'aime bien dire ça sert au début, les 2 premiers canaux. Et vraiment, ensuite, quand tu veux scaler, tu peux ajouter de la publicité parce que là, ça te fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de vues. Nous, on a choisi d'articuler du coup notre stratégie autour de ces 3 piliers, qui sont les 3 piliers les plus importants de l'acquisition. Il y a un seul objectif, c'est faire le plus de chiffre d'affaires le plus de chiffre d'affaires possible. Et je l'ai mis en dessous et en gras, en souligné, il faut maximiser le profit parce que le profit, c'est la base. Il y a plein de boîtes qui vont dire je fais 1 million, mais elles vont avoir 1,2 million de charges, donc elles vont perdre 200 000. Et là-dessus, c'est pas rentable. Aujourd'hui, il vaut mieux faire beaucoup moins de CA et maximiser son profit. Au début, on commence par la création de contenu. Donc ça, la plupart des gens ici doivent créer du contenu sur LinkedIn ou doivent avoir l'idée de créer du contenu sur LinkedIn. C'est le fameux inbound, la stratégie inbound. Exactement. Inbound, outbound. Inbound, c'est on crée du contenu pour que les gens viennent à nous, demande entrante, in, et outbound, on sort, on va aller chercher. Donc là, c'est de la prospection type publicité en ligne ou de l'acquisition multicanal LGM. Quand on crée du contenu, il y a 3 piliers de création de contenu, TOFU, MOFU, BOFU. TOFU, top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel. Pour faire simple, ici, sur ces parties-là de création de contenu, ici, c'est des posts entre guillemets putaclic. Donc, ça va être des posts juste pour faire des vues. Par exemple, j'ai payé 50 000 € une école de commerce et ça ne m'a rien rapporté. Ou Dubaï, le paradis de l'arnaque, nanani, nanana. Middle of the funnel, c'est on commence un peu à éduquer les gens à ce qu'on fait. Et bottom of the funnel, c'est là où on fait des call to action. Et c'est là où on va vraiment les convertir et les faire venir en rendez-vous. Et donc, dans sa création de contenu, il faut mixer un peu du TOFU, du MOFU et du BOFU pour vraiment avoir une strate globale de création de contenu. Concernant les posts LinkedIn, il y a vraiment 3 points pour les créer, 3 choses à savoir, le hook, le body et le call to action. Et ça, quand on regarde, c'est exactement au passage la même structure qu'il faut dans les scripts publicitaires. Le hook, c'est l'accroche. Sur LinkedIn, ça va être les 2 premières lignes, juste avant qui est écrit « voir plus » par ici. Ces 2 lignes-là, si elles ne sont pas bonnes, votre post ne fera pas de visibilité. Le body, c'est le contenu et le CTA, c'est le call to action qu'on a à la fin du post pour s'inscrire à la newsletter, s'inscrire au webinaire comme on a pu le faire pour cet événement-là ou tout simplement pour booker rendez-vous. Ensuite, on a la création de la database. Ça, c'est juste avant de lancer des campagnes LGM. Avant de créer une database, il faut absolument maîtriser son ICP. Son ICP, c'est ce qu'on appelle un prospect qualifié. Un prospect qualifié, ça va être selon différents critères. Zone géographique, taille de l'entreprise, secteur d'activité ou job title. Si vous voulez, je laisse un peu cette slide-là pour que vous puissiez faire une capture d'écran. Ça vous aidera vraiment à créer votre database et à savoir tous les filtres qu'il faut mettre. Il y en avait tout à l'heure qui étaient, je crois qu'il y avait quelqu'un qui ciblait les restaurateurs. Donc là, voilà, c'est vraiment le secteur d'activité, voire les codes NAF. Il y avait un organisme de formation santé, sécurité, travail. Pareil, il faut voir quelles sont les boîtes dessus. Si dessus, on bosse avec des UPCO ou autres, il faudrait voir quels sont les différents UPCO qui rémunèrent le plus. Ensuite, on pourra choisir le code NAF. Et donc, c'est tous ces points-là qui vont permettre ensuite d'avoir une bonne campagne et de bien cibler les gens. Ça, je le répète, c'est pour avoir des prospects qualifiés. Donc, des prospects qualifiés, c'est des gens qui rentrent dans l'ICP. Et quel lien tu fais entre la création de contenu que tu as fait qui a du coup généré de l'engagement et le passage sur la step d'après et donc la création de la database? Ouais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va lancer des campagnes LGM, on va partir sur du multicanal LinkedIn Mail. Mail, bon, les gens vont recevoir un mail, mais LinkedIn, les gens, on va visiter leur profil, on va les ajouter en relation. Et donc, en fait, une fois qu'on connaît l'ICP, où on se dit, OK, ce mois-ci, je vais focus sur les boîtes de plus de 100 salariés pour parler santé, sécurité, travail, bon, là-dessus, on va ensuite rédiger du contenu par rapport aux problématiques que les boîtes de plus de 100 salariés ont. Ou par exemple, quelqu'un disait moi, qu'il avait une agence de publicité en ligne. OK, je fais de la publicité en ligne. Pour qui? Est-ce que je la fais pour les restaurateurs? Est-ce que je la fais pour les organismes de formation? Est-ce que je la fais pour les boîtes dans la cyber? Est-ce que je la fais pour je ne sais quel autre secteur? Je n'ai pas d'exemple qui me viennent. Et c'est une fois qu'on sait qu'on va viser, par exemple, les boîtes en IT, qu'on va ensuite créer du contenu dédié aux problématiques de boîtes dans l'IT.
Très Et c'est clair. là où… Et d'ailleurs, le contenu ancien que tu as créé, tu peux aussi aller regarder les personnes qui se sont engagées sur tes contenus et les faire matcher, les croiser avec ton ICP et se dire, ah, il y a 3 semaines, j'avais fait un post exactement sur qui parle exactement à mon ICP. Voyons sur les 70 commentaires ou 70 likes s'il y a des personnes qui matchent mon ICP. Mmh. Et après, on peut scraper directement avec LGM dessus pour Exactement. récupérer les likes et les commentaires. Et donc, en fait, là où je voulais en venir, c'est que tout ça, ça correspond à vos prospects qualifiés, qualifiés par rapport à ces critères-là. Et on peut en rajouter d'autres. Par exemple, des boîtes qui sont en recrutement, qui ont levé des fonds ou autres. Tout ça, c'est les prospects qualifiés. Les prospects qualifiés, ce sont ceux qui sont susceptibles d'acheter. Mais ceux qui vont acheter vraiment, c'est les prospects matures. Les prospects qualifiés qui sont matures. Et donc, la maturité, c'est ultra important. C'est ceux qui ont un niveau de conscience élevé de leurs problématiques. Autrement dit, ils savent que si aujourd'hui ils ne passent pas à l'action, bah, demain, leur problème sera décuplé. Et c'est vraiment là où c'est compliqué, c'est d'avoir le prospect mature. Parce qu'avoir le prospect qualifié, on peut le faire avec LGM Database, et qui est super simple et super ultra quali pour créer des databases. On arrive rapidement à sortir des listes. Mais après, il faut les avoir au moment où ils sont matures. Et c'est pour ça que le multicanal, en étant partout, en les ajoutant par exemple aujourd'hui sur LinkedIn et en continuant à créer du contenu pendant 6 mois, bah, peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas le bon moment pour lui, mais quand ça sera mars, peut-être qu'il sera mature, peut-être qu'il aura un niveau de conscience un peu plus élevé de sa problématique. Et c'est là où on va vraiment faire du multicanal et vraiment travailler au maximum cette database-là. Trop bien. Quand on fait, je remets ici, quand ici on cible, on a aussi les job titles, qui est le dernier point. CEO, responsable RH, directeur marketing, etc. Malheureusement, c'est vrai que sur LinkedIn, il y en a qui vont mettre CEO, d'autres qui vont mettre DG, d'autres qui vont mettre directeur général, chef executive officer, etc. Il y a plein de façons d'écrire un même job title. Et donc, c'est pour ça qu'on va utiliser ChatGPT en disant, tiens, ma cible, voilà, moi, je cible les CEO, sors-moi un ICP avec tous les job titles similaires à mon ICP. Et donc là, j'ai pris un exemple, CMO, donc directeur marketing. Et c'est là où on arrivera un peu à avoir toute une suite de job titles, parce que si on met juste CMO, ben, on va rater tous les directeurs marketing, tous les directeurs de communication, par exemple. Et donc là-dessus, on n'aura pas toute la cible et on va quand même rapidement réduire la taille de marché qu'on peut adresser. Ok, trop bien. Une fois qu'on sait exactement qui on vise, on va partir dans la partie rédaction du message, rédaction de la campagne. Et c'est important de rédiger la campagne mail LinkedIn après avoir fait le scrapping. Pourquoi cet ordre c'est ultra important? Parce que dans les filtres qu'on aura mis juste là, comme je vous l'ai dit, on peut aller un peu plus loin. Des boîtes qui recrutent des commerciaux, des boîtes qui viennent de lever des fonds ou plein d'autres critères. Par exemple, l'autre fois, pour des clients, on avait dû scraper, donc enrichir, créer une database avec tous les directeurs marketing qui exposaient au salon Vivatech. Et donc, on est allé sur le site Vivatech, on a récupéré le nom des boîtes. Ensuite, on a enrichi par rapport au job title. Et donc, du coup, on était au moment où il fallait rédiger le mail. Et vu que on savait qu'ils participaient au salon Vivatech, on a pu faire dans le message, j'ai vu que tu participais au salon Vivatech. On ne l'a pas écrit comme ça, mais on faisait une allusion à Vivatech. Et c'est pour ça qu'en fonction de où on scrape la database et de ce qu'on met dedans comme filtre, on va ensuite adapter le message qu'on a derrière. Et adapter le message, c'est par rapport au filtre qu'on a mis nous, mais c'est aussi par rapport à leur langue, à comment est-ce qu'ils parlent eux, à leurs problématiques. Parce que très souvent, il y a plein de gens qui pensent que, OK, moi je propose ce service-là, voici ce que les gens veulent. Alors qu'au final, ce n'est pas leur plus grosse douleur. Et c'est juste ton service résume de leur douleur, mais ce n'est pas celle que tu vois. Et c'est pour ça que c'est important de connaître leur langue, leur langage, leurs envies, parce que quand tu vas rédiger ensuite ton message LinkedIn ou ton mail, ou même tes posts, ou même tes publicités ensuite, il faut que tu leur parles. Parce que si les gens ne se sentent pas visés par ce que tu fais, ils répondront jamais à ton message, ils cliqueront jamais à ta publicité ou ils réagiront jamais à ton post. Très clair. Petite question de Baptiste qui dit quels sont tes signaux favoris pour détecter des prospects qui sont justement dans le bon timing d'achat? Est-ce que tu utilises des outils de visite de site web comme Leadfeeder ou est-ce que tu as d'autres signaux qui te font dire c'est le bon timing? Ouais, alors malheureusement, les signaux sont un peu trompeurs. C'est vrai que les signaux les plus connus, c'est des likes, des participations à des événements ou des commentaires. En fait, nous, tu le verras un peu plus tard quand on va vraiment parler du multicanal. L'idée, c'est que
la création de contenu LinkedIn, les messages LinkedIn qu'on envoie en privé ou les mails, ça redirige vers certaines pages, donc soit des pages de capture, ce qu'on appelle des landing pages, soit notre site. Et ensuite, après, on va mettre du retargeting en ads dessus. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui sont allées sur mon site, ils vont voir ma publicité. L'exemple qui va parler à tout le monde, je pense que tout le monde a déjà été sur un site e-commerce, à deux doigts d'acheter un produit. Ils n'ont pas acheté parce qu'il y a eu le téléphone qui a sonné, parce qu'il a fallu aller chercher le gosse à l'école ou qu'il a fallu passer à table. Du coup, ils n'ont pas acheté à l'instant T. Et 10 minutes plus tard, quand ils sont reconnectés sur le téléphone, entre deux stories Instagram ou sur le feed Facebook, ils ont vu la pub de la boutique et ils se sont dit, putain, comment ça se fait? Genre, j'étais sur leur site il y a 10 minutes. Et ça, c'est du retargeting. Et en fait, le retargeting, ça va te permettre aussi de multiplier tes points de contact avec tes prospects pour que ensuite les gens, quand c'est le bon moment, viennent à toi. Et donc là, tu inverses un peu la tendance, vu que tu les as prospectés au début, tu leur as dit, tiens, je vais rédiger cet article pour toi ou je te donne telle et telle stratégie. Le mec est allé dessus, toi, tu récupères la data des gens qui sont allés dessus et ensuite, il voit tes publicités et quand c'est le bon moment, il vient vers toi. Et du coup, c'est lui qui fait la démarche de venir vers toi et plus toi qui vas vers lui. Parce que souvent, les gens, quand on prospecte, donc on fait de l'outbound, des messages LinkedIn, certaines personnes ne sont pas à l'aise parce qu'ils se mettent directement un peu dans une position de défense en disant bah, si tu veux, on peut s'appeler, etc. Et ce n'est pas la bonne manière d'avoir une approche LinkedIn, mail, message. Il faut vraiment se dire OK, moi, je suis le docteur, toi, tu es le patient. Et donc, je peux t'aider. Et c'est pour ça que quand on arrive chez le docteur, il nous pose plein de questions pour vraiment nous qualifier et voir c'est quoi la problématique qu'on a. Et si on y va plus en mode je te supplie de prendre rendez-vous, là, ce n'est pas la bonne approche. Donc, il y a des filtres qui sont classiques que je pense que tu connais pour répondre à la question, mais levée de fonds, recrutement, like, commentaires, participation à des événements, participation à des salons, ça reste un bon indicateur parce que les boîtes qui participent à des salons ont un minimum d'argent pour payer le stand. Après, il n'y a pas vraiment malheureusement d'indicateurs qui font dire que c'est le bon moment et que la personne a besoin de toi là maintenant. À part Ok. si tu as un cabinet de recrutement et que tu mets en place une automatisation qui dit que dès qu'il y a une offre qui est sur Hello Work, Welcome to the Jungle, Oui, là, c'est Indeed, du real time. Ouais, ouais. voilà, là c'est de l'instantané et là, tu sais que le mec a besoin d'un directeur marketing ou d'un commercial et toi, tu lui fais un message en disant j'ai 3 profils de Ouais. commerciaux dispo, tiens, voici leur CV en anonyme. Bon, ben là, le mec, il voit l'offre, il voit que tu lui as répondu direct. S'il est Oui, là, intéressé, que tu lui c'est. envoies des bons CV, c'est bon. Mais après, Petite question de Baptiste toujours qui dit mais est-ce que du coup le retargeting en outbound suite à une visite de site web, c'est fiable? Est-ce que tu arrives à récupérer de la bonne data? ouais, ben, je vous montrerai après ensuite, si vous voulez, Dans la partie ads? Ouais. ouais, je vous montrerai un peu des petites stats qu'on a sur la partie ads. Le retargeting, ça reste quand même ultra fiable. Vraiment, Il y a une autre c'est… question d'Abraham sur le retargeting qui est est-ce que tu penses, mais tu peux peut-être en parler plus tard, mais il te dit est-ce qu'il faut mettre en place dès le début le retargeting ou bien sur des cibles pour lesquelles on maîtrise déjà bien leur process de vente? Et est-ce que ça Alors, marche autant pour des solopreneurs que des DSI de grosses structures de faire du retargeting? ouais, alors, donc quand on parle de retargeting, est-ce qu'on parle que du retargeting ads dessus? Parce qu'il y a aussi du retargeting sur la création de contenu où on continue à créer du contenu dans le temps. Mais là, je pense que les questions sont un peu plus Je accentuées pense que ads. c'est sur l'ADS, oui, exactement. Ouais. Le retargeting ads, tu peux pas le mettre dès le début. Parce qu'en fait, quand tu mets du retargeting ads, il faut que le pixel soit chaud. C'est un peu le terme C'est justement, oui, Baptiste disait, est-ce qu'on peut combiner ads puis outbound et pas seulement outbound puis ads? Alors, tu peux faire de l'ads, quoi qu'il arrive, l'ads et les algorithmes sont tellement puissants que rien que de l'ads tout seul qui tourne, ça va te ramener du lead. Mais en fait, pour mettre en place le retargeting, il faut des visites. Et ce n'est pas basé sur 3 visites que tu auras un bon retargeting. C'est basé sur 50, 100, 200, 300 visites. Plus tu as de visites, plus ton retargeting va être précis et plus tu auras une grosse audience de visites dessus. Donc, le retargeting, tu ne peux pas le lancer dès le début. Par contre, tu peux lancer des campagnes ads. Et une fois que tes campagnes ads ont un peu d'ancienneté, que tu as du budget dépensé, que tu as des visites sur ton site, là, tu peux lancer du retargeting dessus. Mais le lancer dès le début, ça ne marchera pas, vu que il n'y aura pas Et assez de volume. tu conseillerais, donc Abraham disait, est-ce que ça marche autant pour des solopreneurs que des DSI ou des grosses structures?
Il y a tout. Il y a tout. Nous, pour te dire, hein, on accompagne des OF. On a des OF qui visent des particuliers, voire des indépendants avec les OPCO sur leur auto-entreprise. Donc, les particuliers, oui, dessus. C'est vrai qu'il y a plein de gens, et on en parlera après, il y a des slides précises sur est-ce que les grosses boîtes sont présentes sur Meta. Donc, on en parlera plus tard. Mais nous, on a réussi. Notre plus gros client qui fait 15 millions par an, on l'a récupéré en ads. Tu vois, Ok. donc il n'y a pas Oui, donc, de souci dessus. Encore une fois, c'est une question d'adapter ton pixel. Et non, mais différents pixels. Tu vois, on a des pixels qui sont dédiés pour les petites boîtes. Donc, quand je dis petites boîtes, c'est moins de 50. Et après, on a des pixels dédiés pour les plus grosses boîtes. Et en fait, le seul truc qui va changer, ça va être ton coût par lead, ton coût d'acquisition. Parce que naturellement, il y a plus de petits que de gros. Et donc, il faudra dépenser plus pour avoir un gros qu'un petit. Alors que quand tu fais des campagnes LGM, bah, c'est le même coût, quoi. Tu paieras toujours LGM le même prix que tu vises des freelances ou des grosses boîtes. L'inconvénient, trop c'est bien. que les freelances ne trouvent pas leur mail. Je Donc, mettais juste une petite définition du pixel, le tracker que tu mets sur ton site, sur ton publicitaire, etc. ouais. Euh, Vous voyez souvent en bas, est-ce que j'accepte les cookies? Oui, non. ouais. Et donc, voilà, c'est à cause de ça que vous êtes retargeté ensuite. Et en fait, les pixels sont tellement bien mis en place aujourd'hui que quand vous allez scroller vos ads, il suffit que vous restiez une demi-seconde de plus que d'habitude sur une ad pour que Meta pour que Meta le remarque et qu'ensuite, il vous montre des publicités dessus. C'est pour ça qu'une fois que vous allez tomber sur une pub sur un voyage aux Seychelles, vous allez rester une demi-seconde de plus, vous, mais inconsciemment. Et après, vous allez voir des pubs, les Seychelles, les Maldives, etc. Et après, vous allez être comme ça sur votre téléphone. Ah putain, je suis sur écoute. Ah non, l'algo est tellement intelligent que c'est un peu sa façon de vous écouter, quoi. Donc, Ok. On va avancer pour être on time, mais question courte, réponse courte. Ta rédaction de contenu, tu l'as fait au nom d'une entreprise ou au nom d'un personal branding, de quelqu'un d'individuel? ouais. Alors, sur Insta, vu que nous, on a des publicités qui redirigent sur la page de la boîte, donc je la fais sur la page de la boîte sur Insta. Après, sur LinkedIn, LinkedIn ne pousse aucune page entreprise. Les seules pages entreprises que vous allez voir dans votre feed, ça va être des publicités. Donc, si vous devez créer du contenu sur LinkedIn, c'est obligatoirement en perso. Sur la page pro, ça ne ramènera rien. Trop bien. Et petite question de Steven, mais je peux même prendre la réponse. Comment tu scales l'outreach sur LinkedIn, invitation plus message, car les limitations journalières sont assez basses. Première réponse que j'ai envie d'apporter, c'est attention au volume de vos audiences. Si tu rencontres cette problématique, c'est aussi peut-être que ton volume d'audience est trop gros et c'est important de segmenter pour avoir des plus petites cohortes plus précises. Et Alex, je te laisse compléter peut-être si tu as un point là-dessus. Alors, moi, c'est les slides un peu plus loin. Mais moi, je nuance toujours. C'est vrai que moi, quand je parlais avec Brice il y a genre 2 ans, il m'a dit, moi, la volonté que je veux dans LGM, c'est j'envoie un message, j'ai une réponse. Et c'est vrai que malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Et moi, j'ai quand même une part de moi qui dit qu'il faut du volume. Donc, à voir, toi, de quel volume tu parles, Héloïse, à voir de quel volume je parle, et à voir de quel volume parle, j'ai oublié celui qui a posé la question. Je suis désolé. Steven. Voilà. Donc, avoir du volume. Mais c'est vrai que le volume, c'est un peu la base de l'acquisition. Toujours à nuancer les propos. Et après, faut que tu prennes un peu plus de risques et que petit à petit, tu augmentes les cadences ou alors que tu aies plusieurs comptes LinkedIn. Donc, ça veut dire que tu prennes ceux de tes équipes. Ok, ça marche. Pas de magie. Hein, alors, on va avancer parce qu'il y a plein de questions en effet sur le retargeting et je pense que les réponses sont dans le slide d'après. C'est ça. D'abord, donc, je voulais commencer par LGM. OK. LGM, toujours dans une optique de multiplier les points de contact, on a un workflow qu'on aime le plus. Je crois que c'est l'un des plus utilisés aussi sur LGM, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. C'est le plus simple. On ajoute en relation. Si tu ne m'acceptes pas, tu pars en haut dans un flow mail. Si tu m'acceptes, tu pars en bas. Grosso modo, tu as des bonnes stats quand tu dépasses à peu près les 20-30% d'acceptation. C'est ça, Héloïse? Ouais, c'est ça, exactement. Et Ouais. un truc qui ne figure pas sur ce screen, c'est le social warming qui peut être intéressant. C'est-à-dire, une fois que tu as déjà avant de add relation, de l'ajouter à la relation, tu peux faire
un petit bloc visite profile et tu peux avoir comme ça une notification. Ton prospect, il a déjà vu ta tête une fois dans les notifications. Tu peux après rajouter like a post. Et là, du coup, tu as une deuxième notification. Le lead, il a une deuxième notification avec ta tête à nouveau. Tu ne l'as toujours pas parlé. Et puis, tu peux même follow le lead. Et donc, il a une troisième notification. Il n'a toujours pas vu. On parlait tout à l'heure de créer de la confiance. Ça passe par la création de contenu. Mais juste au moins, déjà, être un peu familier avec ton avatar, avec ton visage, avant même que tu le contactes et que tu l'ajoutes en relation ou que tu lui envoies un message. C'est aussi des choses qui peuvent aider justement ce warm-up, cette préchauffe, aider à avoir un meilleur taux de réponse par la suite. Puis après, en effet, dans le funnel LinkedIn, on voit Send Message en bas et puis on a Send Voice qui est aussi un truc cool à intégrer dans ces stratégies, le petit voice qui est beaucoup plus humain et qui vient tout simplement aider à sortir du lot parmi toutes les messages, les DM textuels qu'on sort. Et Alex, d'ailleurs, je sais que tu utilises aussi le Real Chat Mode, il me semble, si tu veux peut-être démo ton utilisation d'une séquence LinkedIn. Ouais, en plus, j'en avais préparé une. Et juste pour rebondir sur ce que tu as dit, parce que c'est ultra vrai, quand tu disais ici visite de profil et like de poste, ça, depuis le début, on parle de multiplier les points de contact. Là, ça rajoute 2 points de contact avec vos prospects. Et en fait, ça permet de, quand vous l'ajoutez ou quand vous le contactez, qu'ils ne se disent pas ah, c'est qui Alexandre? Et qu'ils se disent ah putain, mais Alexandre, c'est le mec qui a liké mon post il y a 2 jours. C'est le mec qui, depuis une semaine, fait que regarder mon profil. Et donc là, ça familiarise et les points de contact vont aider et vont faciliter la réponse derrière. Exactement. La campagne que je voulais montrer, c'est celle-là. Donc vraiment, c'est une campagne que j'ai faite à l'arrache, hein. Il n'y a pas de multicanal, c'était vraiment des likes de post sur quelqu'un. Donc j'avais un peu de volume. Je pense qu'Héloïse va grincer des dents sur le volume ici. Et j'ai même pas fait de warm-up ou de choses là. Vraiment, je voulais juste maximiser la rapidité de l'échange. J'envoyais un message, 2 jours plus tard, je renvoyais un message. Et j'avais activé le. Alors, avant de montrer les stats, je voulais montrer. Parce que c'est vrai que le wording est pas mal dedans, dans ce message. Donc, j'ai activé directement le Real Chat Mode. Et là, je disais hello, j'espère que tu vas bien. Ça a envoyé le premier message. Le hello, j'ai fait exprès de ne pas mettre de majuscule ici. Et là, j'en ai mis une. Le hello, j'ai mis 2 O. Ça fait un peu le mec familier et tout, un peu en mode sympa, où le mec a fait une petite faute de frappe et pas une faute d'orthographe. Tu vois, par exemple, moi, j'aime bien quand on est sur des prospects un peu moins corpo, donc pas les DSI comme on en parlait tout à l'heure, mais plus des indépendants, des freelances. Ben, parfois, faire des petites fautes de frappe, tu vois, mettre sur je me trompe, mettre un double T ou c'est un sujet d'actualité, tu mets un double T, tu passes pas pour un idiot qui fait des fautes d'orthographe, mais ça fait un peu le mec qui a écrit le message à la main. Et ça rajoute énormément ce côté humain. Et Donc, voilà. donc, le Real Chat Mode, pour ceux qui sont pas familiers avec cette feature, on est les seuls à le proposer. C'est la capacité du coup à splitter ton message en plusieurs messages. Exactement. Donc à gauche, c'est le message que tu vas écrire dans la GM et à droite, c'est comment ça va être envoyé. Ça va être envoyé en 3 messages. 3 messages égale 3 notifications aussi. 3 notifications sur le mobile du mec. On parlait des touchpoints et en tout cas de la présence à l'esprit. Il y a ça aussi qui se passe. Et avec un delay de 1 seconde. Donc, vraiment, on est dans le mimétisme d'un comportement humain indétectable en termes d'automation. Et c'est vraiment super puissant. Il y avait une question d'Abraham qui, si on retourne sur la séquence multicanal, à moins que tu voulais rajouter quelque chose là-dessus. 2 choses à rajouter. Ouais, moi, c'était vraiment pour montrer le Real Chat Mode dessus parce que c'est vrai que LGM, vous êtes les seuls à le faire et c'est vraiment game changing dans les campagnes. Moi, regarde, je te montre un exemple du deuxième message qu'on a envoyé. En fait, inconsciemment, j'ai fait une erreur. C'est que les parenthèses, c'est considéré comme un retour à la ligne. Donc, en fait, ça envoie le message. Et moi, j'ai terminé le message ici avec un point d'exclamation qui envoie le message et la fin de la parenthèse. Et donc, du coup, ce qui faisait que le mec, il recevait ce message-là jusqu'au point d'exclamation et il recevait ensuite un petit pop-up juste avec la fermeture de la parenthèse. Et au final, moi, là, pour le coup, j'ai pas fait l'erreur exprès, tu vois. Mais ça fait grave humain. Ça fait le mec qui a juste oublié de fermer sa parenthèse. Et au final, on le voit dans les stats de la campagne. Je fais juste un petit retour. Overview. Si ça charge. Voilà. On a un taux de réponse de 50% sur la campagne. On avait plus de 259 réponses
Et la campagne, elle a été lancée le 23 juillet, donc il y a un mois, on va dire un mois et demi dessus. Et on a eu 70% d'ajouts, 70% de gens qui acceptent. Quand tout à l'heure, on disait que du 20-30%, on était déjà bien dessus. C'est parce que là, il y avait comme intent un mec qui avait liké un post de Hugo. Je ne sais plus qui c'est Hugo, mais Oui, donc il y avait tu as utilisé la possibilité aussi d'aller scraper. On ne vous en a pas parlé parce que le webinaire, sinon, on dure trop de temps, mais on l'a évoqué tout à l'heure aussi sur la partie créa de contenu. Vous avez la possibilité dans LGM d'aller scraper les commentateurs ou les likers de n'importe quel post. Ça veut dire d'un post à vous, mais aussi d'un post de la concurrence ou d'un post d'un créateur de contenu, etc. Donc, vous allez aussi pouvoir créer des audiences vraiment hyper ciblées sur des intérêts liés à des posts ou même des lives LinkedIn. Vous pouvez aller scraper tous les inscrits d'un live LinkedIn, le vôtre ou n'importe lequel autre, et du coup, faire des campagnes en mode « Ah, salut, j'ai vu que tu avais liké le post d'Hugo sur tel truc, ou j'ai vu que tu avais liké mon post, c'est possible aussi, typiquement pour envoyer des lead magnets. J'ai vu que tu avais commenté mon post pour avoir le lead magnet, je te l'envoie là juste après, etc. » Donc ça, c'est super puissant. Il y avait une question d'Abraham sur la séquence multicanal d'avant. Et juste pour rebondir sur ce que tu as dit, quand j'ai vu que tu avais liké le post d'Hugo, je trouve que ça fait un peu pirate d'y aller comme ça, et même vis-à-vis d'Hugo. Et donc, en fait, moi, là, j'ai mis mon petit doigt, me dit que l'acquisition est un sujet d'actualité pour toi. Et donc, en fait, après, c'est marrant parce que personne ne nous prospecte comme ça. Et les gens, ils disent ah ouais, putain, comment tu sais? Ah ouais, ton petit doigt a raison, etc. Et je ne sais pas si je peux mettre un smiley là, si je peux le charger. Non, je ne peux pas le charger. Mais j'avais mis, comme dire, ah ouais, comment tu as trouvé? Ben, moi, je mettais le smiley, tu sais, le smiley un peu la boule de cristal, tu sais, un peu en mode médium. Et du coup, on est rentré un peu dans des délires comme ça avec des gens. Bon, on a des conversations qui n'ont pas mené à des rendez-vous, mais au moins, c'était sympa. Et ça change de l'acquisition. J'ai vu que tu faisais ça, alors pour telle raison, je te contacte, etc. Et si ce n'est pas bon timing, il t'aura en tête. La conversation Voilà, c'est aura un été peu plus lancée. light, un peu plus soft. J'ai ouvert la discussion avec plus de 500 personnes, je crois, ou 300. Et donc, du coup, voilà, là, les gens, c'est des gens qui voient mon contenu, ça fait augmenter mon reach, mes likes, etc., la visibilité. Et quand ils seront matures, ils viendront. Donc, la question sur le canal qui était Ouais, c'était sur le wording, sur le copywriting. C'est quoi la différence entre le message de la séquence du bas par rapport à la séquence du haut en termes de copywriting? ouais. Alors, un mail beaucoup plus formel et tu peux te permettre de faire quelque chose de plus long En haut, dessus. sur la séquence du haut. Sur la séquence du haut, sur la partie mail. LinkedIn, c'est vraiment des messages courts. Déjà, tu ne mets pas de signature à la fin, tu ne mets pas de cordialement. LinkedIn, j'aime bien dire, c'est un peu comme si tu parlais avec lui sur WhatsApp. Le Quand un fameux mail, real chat mode avec des messages hyper courts, delay de 1 seconde. Ouais. Voilà. Copy tips, du coup, pour répondre à la question, je l'avais anticipé celle-là, des messages courts, LGM chat mode plus les voice. Le but, autant d'un email que d'un message LinkedIn, c'est ouvrir la discussion. OK. Nous, au début, on avait des clients qui me disaient ouais, j'ai des réponses, mais ça ne vend pas. Bah ouais, personne, encore une fois, il n'y a pas de magie dans l'acquisition. Personne ne va te répondre à un mail ou un message LinkedIn en disant ah, tiens, salut Alex, bon, tiens, envoie-moi la facture pour 10 000, je te paye et on voit. Non, c'est OK, toi aujourd'hui, ça se passe comment l'acquisition? Ah, ben j'ai ça en place. Et là, on commence un peu à parler avec lui pour ensuite partir sur la partie rendez-vous. Dans le copy de la séquence mail, vraiment arrêter de dire je suis Alexandre, je fais ci, je fais ça, j'ai aidé telle personne, etc. Le mec s'en fout que tu t'appelles Alexandre, Gaëtan, Paul ou ce que tu veux. Il s'en fout. Quoi qu'il arrive, il voit ton prénom et il voit qui t'es dans la signature du mail ou en haut sur LinkedIn. Donc, vraiment parler de lui et de ses problématiques. OK, voilà. Toi, j'ai vu que tu étais un organisme de formation. Je sais que souvent, les organismes de formation dépendent des plateformes d'État et dépendent aussi énormément du bouche à oreille, de la recommandation. Est-ce que tu as de la place pour plus de sessions? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des choses en place pour ne pas dépendre uniquement du bouche à oreille? Parce que quand il n'y a pas de bouche, il n'y a pas d'oreille. Et donc là, tu peux parler un peu avec lui et surtout de ses problématiques qu'il a par rapport au service que tu vends. Parce que moi, si je fais la génération de leads, je ne vais pas parler de lui, de son recrutement. Tu vois, je ne vais pas l'aider dessus. Moi, je fais de la génération de leads, donc je vais lui parler de sa partie développement commercial. Et c'est ça qui est important. Vraiment, pensez à vous dire, quand vous faites une séquence LGM, LinkedIn Mail, le but, c'est ouvrir la discussion. C'est avoir une réponse. Peu importe la réponse, c'est avoir une réponse et ouvrir la discussion avec lui. Trop La bien. base.
Voilà. Eh ben, c'est génial. On va pouvoir passer à la partie ads où j'avais des questions même en stock. Je te laisse dérouler, mais sache qu'il y a des personnes qui demandent des trucs sur justement les campagnes ads basées sur des matchs d'audience, type LinkedIn ou custom audience, les volumes, les taux de matching des emails, coût, rentabilité, tout ça autour de l'ads. Donc, gros sujet. Gros sujet. OK, parfait. L'ADS, croyances limitantes, vous allez sûrement me dire, OK, mais les DRH, les CEO, les CMO, etc. ne sont pas sur Facebook et ne sont pas sur Instagram. Ils sont juste sur LinkedIn. Ça, c'est une énorme croyance limitante. Et c'est vrai que nous, ce qu'on dit à chacun de nos clients, c'est quand vous nous rejoignez, il faut que vous ayez dans votre tête que les croyances limitantes, on les met de côté. Nous, on sait ce qu'on fait. Ça va faire 3 ans. On a lancé plus de 300 000 campagnes. Enfin, je prends un chiffre au pif, mais on a lancé des centaines de campagnes. On sait exactement la chose. Donc, enlevez vos croyances limitantes. Une croyance limitante, c'est non, mais moi, ça ne va pas marcher parce que ma cible, c'est ça. Non, mais moi, c'est différent pour telle et telle raison. Voilà. Enlevez des croyances limitantes parce que c'est souvent ça qui bloque la plupart des gens. Quand j'ai vu cette stat, nous, on a changé d'avis. En France, 9 adultes sur 10 sont sur Facebook. En France, 3 adultes sur 4 sont sur Instagram. Donc, que vous le vouliez ou non, aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Je pense que si on regarde les gens qui sont là, tout le monde est sur Instagram, tout le monde est sur Facebook, ou au moins l'un des deux, où tout le monde a un smartphone. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes un professionnel, que vous êtes un chef d'entreprise, que vous n'avez pas de réseaux sociaux. Ça, c'est une énorme croyance limitante, quelque chose de totalement faux. Les algorithmes, je vous le disais, sont tellement puissants qu'ils vont cibler directement les bonnes personnes. Donc ça, peut-être on en reviendra plus tard dessus quand on parlait des différentes audiences, avec les tailles d'audience et un peu les questions qu'il y avait dans le chat. Mais les algos sont tellement puissants qu'ils vont directement cibler les bonnes personnes. Nous, ce qu'on aime bien faire pour rester dans ce multicanal-là, vous vous souvenez, le point numéro 1 ou 2, je ne sais plus lequel c'était, on avait dit on crée une database. Et en fait, quand on crée une database, on récupère nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, etc. des gens. Et après cette audience-là qu'on a créée, donc ce fichier Excel qu'on a mis dans la campagne LGM, LinkedIn Mail, on va l'exporter et on va le donner à Facebook. Okay, quand je dis Facebook, c'est Facebook, Instagram, c'est Meta. On va le donner à Facebook et on va créer ce qu'on appelle une audience personnalisée. Et on va dire montre uniquement la publicité à ces gens-là. Et du coup, Facebook, de par leur adresse mail, va réussir à bien les cibler et à bien ensuite montrer la publicité à ces gens-là. Et c'est là où on a vraiment une campagne ciblée sur l'ICP en multicanal. Nous, aujourd'hui, on a des campagnes, je vous montrerai, si vous voulez, ce qui tournait jusqu'à présent. On a ce soir un webinaire sur pour les organismes de formation. On n'avait que des campagnes sur les OF qui tournaient. Et on n'avait que des organismes de formation qui se sont inscrits sur les campagnes. Il y a Baptiste qui dit qu'il faut récupérer les mails perso alors. Eh ben, il y a certaines personnes qui s'inscrivent quand même avec des mails pro, surtout sur la partie freelance indépendant. Mais donc, c'est pour ça que on a toute cette partie où on ajoute aussi le retargeting pour vraiment avoir cette audience. Et après, dessus, quand ici, on a une campagne ciblée sur l'ICP avec les douleurs, nous, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que même dans Meta, et je vous montrerai les stats, c'est que nous, on a des campagnes qui s'appellent Broad. Broad, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire on ne met aucun ciblage. On ne met même pas va cibler des chefs d'entreprise, va cibler des mecs qui aiment le sport, va cibler des mecs qui aiment le foot et tout. On met vraiment du broad et l'algorithme Meta est tellement puissant qu'il arrive un peu à analyser le contenu de la publicité, le visuel, et ensuite à le montrer à ces bonnes personnes-là derrière. Et donc, la règle sur la publicité, c'est même pas l'audience, c'est surtout les visuels. Et nous, dès qu'on arrive et qu'on lance des campagnes, il y a une seule règle que j'ai dit au média buyer en interne, c'est je lui ai dit, il faut toujours avoir 10 visuels de secours pour chacune des campagnes. Et là, ça permet, paf, tu peux enchaîner tout. Petite question de Sonia qui dit pour du B2B très grand compte, est-ce que vous recommandez une approche ads plutôt Insta ou plutôt Facebook, genre pour les CTO ou les DSI d'une entreprise de plus de 250 collaborateurs? Ça dépend. Ça dépend les deux. Nous, par exemple, aujourd'hui, moi, je te parle vraiment d'un point de vue perso sur Emaili et les organismes de formation. On n'a mis qu'un seul ciblage, c'est l'âge. On sait que les gens en dessous de 30 ans, ils n'ont pas le budget pour nous rejoindre, ou en tout cas, ils n'ont pas la mentalité de gens qu'on recherche. Et souvent, ils ont des boîtes un peu trop petites, pas assez développées. Et donc, on ne peut pas les accompagner sur de la presta, eux. Donc, nous, tu vois, par exemple, le seul filtre qu'on met, c'est l'âge. Et donc, nous, on a des campagnes qui tournent de 30 à 60 ans. C'est le seul ciblage qu'on met. Et je pourrais te montrer les stats, mais c'est vrai que nous, les OF qu'on signe, la plupart viennent de Facebook et pas d'Instagram. Donc, ça dépend.
Encore une fois, l'algorithme est bien fait, l'algorithme arrive à bien répertorier, non, à bien répartir, excuse-moi, le budget Facebook, Insta. Le but, n'oubliez pas encore une fois que Facebook, comment Facebook, Instagram gagnent de l'argent, c'est pas vous, les utilisateurs gratuits, qui vont regarder les stories des copains, qui leur ramènent de l'argent. C'est les marques, c'est ceux qui dépensent de l'argent dessus. Eux, le but de Facebook, c'est que tu gagnes de l'argent quand tu mets de la pub. Donc, Facebook, il est avec toi. Oui, il va essayer de te faire dépenser le plus possible, il va essayer de te faire des upsells dans tous les sens, mais le but de Facebook, c'est que tu gagnes de l'argent. Parce que si tu gagnes de l'argent, tu vas mettre beaucoup plus en ads. Nous, au début, on tournait à 30 € par jour quand on a commencé la pub il y a 2 ans. Aujourd'hui, pour le webinar de ce soir, là, on était à 500 € par jour de publicité. Pourquoi? Parce qu'on a gagné de l'argent et du coup, Facebook, il est avec nous et il veut t'aider à gagner de l'argent, quoi. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu penses du LinkedIn Ads? Trop cher? Non, je pense tout le mal du monde dessus. C'est vraiment la dernière chose qu'on recommande. Nous, on commence toujours à mettre Meta Ads pour nos clients, ok, parce que c'est l'algo le plus puissant aujourd'hui. C'est là où les coûts par lead sont le plus faibles. La deuxième chose qu'on met, c'est du Google Ads. Google Ads, c'est plus par rapport à des mots-clés, ok. Donc le coût par lead est un peu plus cher, mais c'est déjà des gens qui vont rechercher. Par exemple, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui fait de la formation santé, sécurité, travail. Bon, si tu tapes formation santé, sécurité, travail à Bordeaux, ok, là, naturellement, si tu payes ce mot-clé, tu vas être référencé en haut. Et les gens vont chercher l'information sur du Google Ads. Donc, c'est un peu plus cher, mais ça reste quali quand même. Même si nous, on est vraiment focus méta. Et par contre, la dernière chose qu'on recommande, c'est LinkedIn Ads. C'est 4 fois plus cher que Meta pour des leads moins bons. Donc, LinkedIn, on reste sur de la création de contenu et de l'automatisation LGM, pas plus. Ok, très clair. Je regarde rapidement s'il y a d'autres questions là-dessus. Juste une petite question d'Abraham. Quand tu parles d'organismes de formation, c'est que tu cherches des personnes pour les organismes de formation, donc B2C? Alors, nous, B2B, nos clients sont d'autres B2B qui sont des OF, des organismes de formation. Et après, dans les organismes de formation, il y a 2 types d'organismes de formation. Enfin, on va dire il y a 3 types. Il y en a qui ne sont pas certifiés Calliope et il y en a qui sont certifiés Calliope. Pas certifiés Calliope, c'est ceux qui n'ont pas d'aide d'État. Calliope, c'est-à-dire que tu es éligible au financement OPCO. OPCO, c'est un peu le crédit pour les formations pour les entreprises. Donc, on a des clients entreprises, on a des clients organismes de formation qui visent des entreprises, donc des directeurs formation, des responsables formation, des DRH pour proposer des formations, comme la personne qui fait de la formation santé, sécurité, travail. Mais on a aussi des clients qui font de la formation ChatGPT, de la formation bureautique, Excel, des formations langues. Et là-dessus, tu peux le payer avec le CPF. Donc là-dessus, le CPF, c'est B2C. Donc on a Et des deux. Laure demande, même pour du B2B, tu conseilles de faire du méta? Oui, là, on est vraiment sur des use cases B2B, B2C, mais B2B en grande partie. Ah ouais, nous, 70% de nos clients, c'est du B2B. Ouais. Et Parce que sinon, du LGM. Hein. Si c'est pas du B2B, on ne peut pas mettre du LGM et il n'y a pas de création de contenu LinkedIn. ok, il y a un truc pas clair pour Mathieu et même des gros groupes. Oui, les gens vraiment ont dû. Oui, même les gros groupes. En fait, c'est pas. Je pense qu'il y a un split dans les esprits des personnes entre ce que tu disais sur la création de contenu sur LinkedIn et que c'est en effet là où il y a, comme on l'imagine de base, on est sûr qu'il y a le CEO, le CMO, mais ils y sont aussi sur Meta, Ads et Facebook. Et donc Mathieu disait, si tu fais uniquement du contenu sur LinkedIn, c'est quoi l'intérêt et le lien avec Meta Ads? Mathieu pose aussi la question de, je ne comprends pas, en faisant du Meta, il n'y a aucun lien avec LinkedIn. Est-ce qu'on peut faire l'un sans l'autre et comment tu mixes les deux? Tu peux faire l'un sans l'autre. Moi j'ai des clients, c'est des copains qui, eux, visent. Il est sur le marché américain, celui à qui je pense. Il a la plus grosse agence TikTok des États-Unis. Il a eu des boîtes comme Gymshark, Shopify, Amazon, Converse, Duolingo. C'est lui qui les a lancés sur le TikTok US. Lui, il tournait que en cold email pendant 4 ans. Et avec ça, il faisait 500 000 € par mois. Donc, on peut très bien avoir qu'un seul canal. Mais aujourd'hui, l'acquisition, c'est devenu tellement dur et que la plupart des gens n'ont pas des références comme lui en ayant du Gymshark, Duolingo, etc. dans son portfolio, qu'il faut multiplier les points de contact. Et justement, c'est la slide qu'on Et avait donc, ici. comment tu lis LinkedIn et cette pub Facebook? Comment tu lis C'est-à-dire comment tu arrives à faire matcher un peu les deux. C'est ça, les audiences. En gros, là, j'ai plein de questions. C'est nos concurrents n'utilisent pas Facebook. Habib qui dit si on vise les clients B2B, est-ce qu'on peut quand même faire de la pub sur Facebook? Tu en as parlé, c'est le retargeting. Mais en gros, c'est
tu as l'écosystème LinkedIn, tout le monde est persuadé que tout le vivier est là. Comment tu leur affiches à eux la pub Facebook ou Instagram qu'ils verront peut-être le week-end quand ils sont off? Ouais, le week-end, le soir, dans le métro, Le à la soir, dans pause le déj. métro, exactement. Ouais. Alors, comment je leur affiche? Donc, c'est quand on va mettre l'audience personnalisée. L'audience personnalisée, ça va être des fichiers de database, ça va être des visiteurs de sites web, ça va être des personnes qui ont téléchargé ton lead magnet sur LinkedIn, etc. Ça va être des audiences personnalisées. Après, ensuite, l'algométa. L'algométa fait la différence, c'est à toi d'être clair. Si tu veux, je finis juste, je crois qu'il reste 4-5 slides dans la Ouais, presse et après, moi, je vous montre carrément. directement mon compte Ads, vous allez comprendre beaucoup plus facilement. Le but de l'acquisition, c'est d'être le plus visible. Le plus visible, c'est celui qui gagne à la fin. C'est pour ça que je nuançais un peu tes propos, Héloïse, quand tu disais attention à ne pas faire de volume. Moi, je reste quand même dans une partie où le plus visible gagne. Et c'est pour ça qu'on a fait cette image. C'est que tu as beau être le meilleur, peut-être dans ta formation, peut-être dans ton agence marketing, tu as beau être le meilleur. Mais si tous les mois, tu n'as que 10 personnes qui te découvrent, naturellement, sur les 10 ne t'achèteront pas. Alors que si tous les mois, tu en as 100 000, tu peux avoir 10 personnes qui t'achètent. Et donc, même si tu es moins bon. Donc, la visibilité, c'est vraiment la base. Et donc là, comment est-ce qu'on a vraiment une stratégie multicanal? Conversation LinkedIn, donc LGM, de la création de contenu. L'idée de la création de contenu, c'est vu que j'ajoute des gens sur ma cible sur LinkedIn via LGM, je ramène du trafic qualifié sur mon profil. En plus de ça, sur LGM, j'envoie des mails et ensuite, je fais de la publicité en ligne. Et nous, la publicité en ligne, quand quelqu'un s'enregistre, ensuite, on va le retargeter avec un flow mail, mais là, c'est plus newsletter que cold email, et avec des automatisations WhatsApp et un commercial qui l'appelle. Et là, tu as vraiment un multicanal, tu es partout. Et donc, naturellement, il faut adapter le volume et il faut adapter ce que tu veux par rapport au nombre de clients que tu veux. Si tous les mois, ton but, c'est d'avoir 1 ou 2 clients, tu ne vas pas te prendre la tête à mettre tout ça en place. Si tu es vraiment dans une stratégie de développement, c'est un peu comme les boîtes, quoi. Les boîtes qui font beaucoup de chiffre d'affaires, elles ont beaucoup de commerciaux parce qu'il y a besoin d'avoir quand même du volume, in fine. Et donc après, c'est juste des chiffres. Si tu sais que tous les X messages envoyés, tu as un meeting, pour les chiffres, hein, si tous les 10 messages envoyés, tu as un meeting, il faut que tu envoies 10 messages le plus rapidement possible. Si en ads, tous les 1 euro, on va dire tous les 10 euros dépensés en publicité, tu as un meeting, il faut que tu dépenses le plus rapidement les 10 euros. Et après, c'est des mathématiques. OK. C'est là que le scaling commence. Voilà. Est-ce que tu peux montrer un peu en effet tes campagnes ads et tu as Baptiste qui demande sur les campagnes ads retargeting, tu peux préciser un peu comment tu t'y prends en termes de budget, d'audience? Est-ce que tu ajoutes par défaut des lookalikes, du broad audience à des audiences personnalisées pour faire plus de volume? Ouais. Et Salomé aussi pose la question, est-ce que tu penses qu'il faut envoyer la newsletter à tous tes prospects ou à des prospects spécifiques? Ouais, il y a des questions d'audience. Ok. Ouais. Regardez, là, si on regarde un peu les stats sur les 2 dernières semaines à peu près, vu que nous, on a dû commencer la publicité le 28-29 pour un webinaire qui est aujourd'hui, et on a dépensé 3005 là cette semaine. Nous, on a fait différentes campagnes. Vous voyez, on a ces 2 campagnes-là où on a le plus dépensé. Rien que sur ces 2-là, on a mis 3000. OK? Et donc, broad, c'est aucun ciblage, c'est ce qu'on disait. Et Ouais. intéressé, c'est des ciblages méta. Donc, en fait, quand on rentre dans les publicités, ici, boum, on descend, on a les ciblages. Et donc, moi, j'ai mis tout ce qui était en rapport avec le coaching, la carrière, le développement professionnel, etc. Donc, tout ce qui était en lien avec la formation et des propriétaires de petites entreprises. OK? Et donc, là, on a poussé Meta à cibler ces personnes-là, donc qui ont ces centres d'intérêt-là, et ça nous a ramené 59 personnes. Et on a tous les 20 euros dépensés, on avait un prospect. Ici, ça nous a ramené 102 personnes parce qu'on a dépensé plus, et on avait quelqu'un tous les 17 euros dépensés. Et donc, en fait, ça, c'est la campagne. OK? Et ensuite, la campagne, on l'a poussée. Moi, par exemple, fallait qu'on accélère ce week-end un peu les dépenses et surtout les publicités. Donc, on va dire depuis samedi, entre samedi et aujourd'hui, on a dépensé presque 2000 euros en 4 jours. Et là-dessus, les coûts ont un peu varié. Et parce qu'en fait, on a fait énormément de testing de publicité. Et quand on regarde le coût, ouais, là, on avait des visuels qui tournaient à 60 euros le lead, ce qui était ultra cher. Donc, cette campagne-là, elle a été coupée. Mais de l'autre côté, quand on regarde le moins cher, on a des campagnes, là, vu qu'on s'est activé, qu'on a fait plein de publicités,
on a des campagnes qui nous ramènent des leads à 4 euros, 4, 5, 6 Ouais, euros. ça. Laure disait les CPA me paraissent énormes, mais en fait, il y a de tout, quoi. Ouais, ouais, ouais. Encore une fois, les stats, je m'en méfie énormément. Tu vois, là tu as les taux de conversion de la landing page, tu as les CTR, les CPC et les CPM qui sont élevés. C'est vrai que d'habitude, tu vois, sur des campagnes où on dépense un peu moins, en fait, là, l'inconvénient, c'est vu que nous, on augmentait progressivement le budget. Vous avez vu, en 4 jours, on a dépensé presque 2 000 euros. Bah là-dessus, naturellement, ça a un peu explosé, entre guillemets. Mais si je vous montre d'autres campagnes, on avait une qui était bien sur les OF en mars. Donc, D'ailleurs, il y a une attends. question budget de Amel. Quand on se lance sur des sujets un peu d'acquisition, tu prévois quel budget, même en termes de fourchette de budget? C'est. Je reprends la vidéo. Tac. C'est compliqué à dire. Il n'y a pas vraiment de budget idéal. C'est plus toi par rapport à ce que tu peux mettre et ce que tu peux dépenser. Il y a une seule règle. Je pense que peut-être certains ici connaissent Antoine Blanco, peut-être connaissent Yomi Denzel, peut-être connaissent Alex Hormozy. Antoine Blanco, à un moment sur YouTube, il faisait des vidéos en disant j'ai dépensé, je sais pas, il disait ce mois-ci, j'ai gagné 400 000 euros. Peut-être qu'il a gagné 400 000 euros ce mois-ci, mais il a investi plus de 100 000 euros en ads. Tu vois. Donc, en fait, c'est toi et par rapport à tes objectifs. Et moi, le seul truc que je te dis par rapport à ça, c'est que tu ne peux pas te dire je veux faire 50 000 euros de chiffre d'affaires en mettant 500 ou 1000 euros en ads. Tu vois. Et c'est par contre progressivement, tu vas commencer. Moi, au début, je commence à 30 euros par jour, ce qui fait 1000 euros par mois, vu qu'on est sur des 30 jours et pas des jours ouvrés. Ensuite, on passait à du 50 et ainsi de suite. Et c'est là où un peu plus tard, on s'est permis de mettre beaucoup plus d'argent dessus. Tu vas avoir tes coûts. Donc, tu vas te dire, OK, moi, je sais que un rendez-vous me coûte X euros. Moi, si je vous montre les KPI qu'on a, l'été dernier, mon coût par rendez-vous me coûtait 13 euros. OK. Aujourd'hui, mon coût par rendez-vous me coûte 50, 70 euros. Les gens, la plupart me disent, putain, pourquoi tu as fait x4, x5 sur ton coût par rendez-vous? Parce que justement, je veux qualifier beaucoup plus les gens. Et le but en ads, ce n'est pas d'avoir les coûts par rendez-vous le plus faible possible, c'est d'avoir les rendez-vous les plus quali possibles. Quand avant, on allait avoir du 15% de closing, aujourd'hui, on est sur du 30-33. Donc oui, j'ai beaucoup plus, mon coût par rendez-vous est plus cher, mais j'en ai moins par jour. Et derrière, on convertit mieux. Bah oui, c'est exactement ce que Laure disait. Le CPA paraît énorme et Abraham répondait, bah oui, mais il faut voir derrière le panier moyen. C'est ça. Et en fait, c'est là où tu calcules ce qu'on appelle ton ROAS, Retour on Ad Spend. C'est-à-dire, OK, je mets 1000 euros en ads, mais si derrière je signe pour 10 000, je fais un x10. Qui aujourd'hui peut faire un x10? Tu vois ce que je veux dire? C'est que nous, on sait qu'on a un client, c'était un client qu'on avait signé en début d'année sur une presta. Et c'est pour te dire à quel point la presta, les gens trouvent ça bizarre. On a un client, donc il était sur notre ancienne offre, 4 000 euros, non, 2 500 euros par mois pendant 4 mois. OK, donc il a mis 10 000 euros avec nous. Et en 6 mois, en 4 mois, on a dépensé 1 800 euros en pub. En 4 mois, 1 800 euros en pub. Ce qui n'était pas énorme. Il devait y avoir 10-20 euros par jour qui tournaient. Et derrière, lui, il faisait quelque chose avec l'aide de la CARSAT. C'est une aide d'État qui permet aux coiffeurs de changer leur bac. Tu sais, quand tu te poses là et que tu vas faire le shampoing, tu as une aide d'État qui permet aux coiffeurs de changer ça. Et donc, c'est finançable jusqu'à 25 ou 30 000 euros, quelque chose comme ça. Et en fait, le client, il nous a payé 10 000 euros, plus le budget, on va dire, tu es monté à 12 000 au total. On a fait le point avec lui avant l'été et on lui a dit, ouais, tu as signé combien? Il m'a dit, ouais, on est à ce que j'attendais. Je lui ai dit, c'est-à-dire? Il m'a dit, bah là, on a déjà collecté 100 000 et je pense qu'in fine, avec le total, on en arrivera à monter à 130, 150 000. Mais t'imagines faire un x10, x15? Certaines personnes ont un peu banalisé ça et je vous garantis qu'aujourd'hui, si je propose à tous dans le chat un x10, tout le monde vient, tu vois. Mais du coup, ça dépend toujours pareil de toi, ton panier moyen, ton offre, ton taux de conversion derrière, etc. C'est moi, mon pote Tim, qui a l'agence TikTok aux États-Unis, aujourd'hui, il paye 150 euros ses meetings, mais il s'en fout. Il a des prestats entre 30 et 60 000 euros. Oui, c'est Donc, ça. c'est pas ça le but. Par contre, nous, ce qu'on dit, et nous, on prend aucun client qui ont des paniers moyens en dessous de 1 500 euros. Parce que nos frais de prestat plus le budget ads fait qu'in fine, le client va avoir une petite marge. Et sauf que s'il a une petite marge, il ne restera pas avec nous dans la durée. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment accompagner les gens pour les faire péter, pour les faire exploser. Et du coup, ceux qui ont des petits paniers moyens,
bah, c'est sûr que tu vas être plus light sur tes dépenses. En parlant de ton accompagnement, il y a une question de deux personnes qui ont demandé l'URL du webinaire d'aujourd'hui que tu auras sur les OF. Si tu Ok. l'as sous la Euh, main, Est-ce que je l'ai sur la main? Je sur, l'ai pas sous sous, la à main, côté. mais je l'ai pas sous la main, mais je vais le trouver pour eux. C'est aujourd'hui à 16h heure française, donc on enchaîne et on verra plus ou moins la même chose. Mais là, c'est vraiment accentué OF, vu que les OF, c'est vraiment la majorité des boîtes qu'on accompagne. Si les gens veulent te poser des questions et aller plus loin dans les problématiques, c'est quoi le canal favori pour te contacter, qui est le plus simple pour toi? C'est mon LinkedIn. Si tu veux, je peux aussi sortir le lien. C'est mon nom et mon prénom. Et vous allez voir, la boîte s'appelle Emaili. Et ça, c'est un peu le sujet là depuis quelques mois. C'est est-ce que je renomme la boîte vu qu'on fait plus que de l'email et la plupart Bah, des moi, je gens. pense qu'il faudrait, hein, parce que c'est vrai que Emaili, Il faudrait, mais après, l'avantage qu'on a, c'est que ben, ça va quand même faire 3 ans qu'on est dans le milieu. Toi, Héloïse, ça fait quand même pas mal de temps que tu es chez LGM. ouais. Tu vois des mecs qui ont des agences venir, partir, etc. Donc, le nom est quand même un peu connu dans le milieu. Donc, c'est un peu, tu vois, Mmh. ce sujet et tout. Et puis, moi, j'aime bien le logo, j'aime bien la couleur, le orange et tout. Donc, je me dis, putain, si je change tout, que je dois tout modifier, c'est relou. Prospecti avec 2 E, propose Baptiste. Prospective by Emaili. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on peut garder. Tiens, On bah, peut garder. Marie-Laure qui dit: «Moi, ma reco et je suis spécialiste brand, c'est de ne pas changer maintenant, de faire une petite évolution». Bah, Ouais, on pourra faire un petit call, un webinar, rien que sur le rebranding de Alex. non, mais c'est vrai. Et puis, moi, en fait, moi, le problème, c'est que tous mes potes, ils ont des agences qui font entre 500 000 et le plus gros 5 millions par mois. Donc, en fait, ils ont des experts branding avec qui ils m'ont introduit. Mais c'est des mecs qui m'ont dit, ouais, c'est 50 000 euros pour faire un rebranding, pour réfléchir à tout ça et tout. Je Bien dis, bon. sûr. Bah, écoute, tu as Marie-Laure qui dit: «Je suis à ta dispo» et elle est Donc, spécialiste brand. voilà, belle Marie-Laure Biscay, Ouais. ajoute-moi sur LinkedIn. Il y a le lien en dessous et on peut en parler. Ouais, tu vois, donc on n'est pas sur les mêmes budgets. Mais on pourra en parler avec plaisir. Ouais. En tout cas, un grand merci, Alex, pour ce super webinaire. Ça a suscité beaucoup de questions. Donc, je pense qu'en effet, c'est un sujet très chaud, que l'ADS, le lien entre l'outbound et l'ADS, je pense que c'est peut-être parfois aussi peut-être technique selon les différents niveaux. Donc, s'il y a d'autres questions qui, pour vous, sont pas enfin des choses qui sont encore pas très claires, n'hésitez pas à parler avec Alex sur LinkedIn. Comme je vous le disais, vous avez un mois aussi pour tester LGM. Il y avait une petite question d'ailleurs, la différence entre HubSpot et LGM. Donc j'ai essayé de répondre par chat, directement à l'écrit. Mais toi, Alex, pour toi, c'est la grosse différence entre LGM et HubSpot. D'ailleurs, il y a une connexion entre les deux. Comment tu la définirais? Comment je la définirais? Bah, moi, je dirais aucun rapport. Je dirais aucun rapport parce que j'utilise plus le CRM pour gérer les leads. En fait, LGM, ça me permet de générer des leads, donc des gens intéressés qui vont venir en rendez-vous avec nous. Et une fois que les gens prennent rendez-vous, ils rentrent dans le CRM. Et donc, c'est là où après, on a le CRM. Et nous, en fait, sur l'accompagnement qu'on propose, il y a vraiment cette partie CRM parce qu'il nous reste encore 5 minutes ou pas pour que Ouais, bah j'explique. écoute, oui, oui, vas-y. Il y Moi, a je encore check. 40 participants, donc OK. En fait, l'argent est dans la relance, l'argent est dans la database. Et c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est que la maturité, donc le timing, n'est jamais le bon ou n'est pas souvent le bon. C'est pour ça que vous avez un faible taux de conversion, du 20, 30, 40%. Et en fait, l'argent est dans la relance, l'argent est dans la database. C'est pour ça qu'il faut faire tourner automatiquement de la publicité en continu en retargeting, qu'il faut continuer à faire du contenu. Si par exemple, toi demain, tu viens au webinaire, je vais t'ajouter sur LinkedIn, comme ça, je vais te multicanal, même si je le fais à la main ou avec quelqu'un de l'équipe dessus. Et le CRM, et nous, c'est quelque chose qu'on met en place aussi chez les clients et qu'il y a tout un module dédié dedans dans notre accompagnement, c'est comment configurer son CRM. Parce que le CRM, ça va être ton commercial le plus ponctuel. Imagine qu'aujourd'hui, on est en rendez-vous et tu me dis, Alex, je suis chaud, mais ce n'est pas le bon moment pour moi. Je te mets comme perdu et j'ai automatiquement des relances mail et SMS qui vont passer 30, 60 et 90 jours plus tard pour te dire, yes, on a pu échanger il y a à peu près un mois, etc. T'en es où?
Et là-dessus, nous, on arrive à récupérer en moyenne 40% des gens qui nous disent non. Donc, on va dire qu'il y a 10 personnes qui nous disent non. Sur les 10 personnes, il y en a à peu près 40 qui reviennent en rendez-vous. Ça ne veut pas dire que les 40 closes, mais c'est-à-dire qu'on arrive à ramener les gens. Et tout à l'heure, quelqu'un parlait du CPA, donc CPA, coût par acquisition. Ben, moi, je paye aujourd'hui pour t'avoir en rendez-vous, mais si tu viens signer dans 3 ou dans 6 mois, ben, ça baisse mon coût d'acquisition. Donc, je n'aurai pas besoin d'avoir un nouveau lead. C'est comme ça que dans le temps, on arrive aussi à faire baisser les coûts par acquisition dans l'acquisition. Donc, le CRM, enfin, le HubSpot et LGM, c'est plus pour t'ouvrir les discussions, agrandir ton réseau LinkedIn, te générer des rendez-vous. Et HubSpot, c'est plus pour convertir. Et après, tu peux faire, oui, ta newsletter, etc. Derrière. Mais d'ailleurs, un petit conseil de CRM qu'on dit aux gens, c'est que tant que tu n'es pas plus de 5 ans dans la boîte, tu peux rester sur du Pipedrive. Entre 50 et 100, 150, tu peux être sur du HubSpot. Au-delà de 150, va payer du Salesforce. Mais ça ne sert à rien au début de te ruiner avec un CRM. Mais par contre, important de prendre un CRM ou l'option où tu as des automatisations. Parce que les automatisations, c'est ton commercial le plus ponctuel. S'il faut relancer 30 jours plus tard, la personne aura le mail 30 jours plus tard. Alors que toi, si tu dois le faire à la main, je te garantis que la plupart de tes relances, elles ne sont pas à jour. Donc voilà. Très clair. Merci beaucoup, Alex, pour ça. Si vous avez une dernière question, n'hésitez pas. Et puis, comme je vous le disais, toutes les semaines, je fais des webinaires avec des experts, parfois en anglais, parfois en français. Tous les replays des webinaires passés et à venir sont sur le Playground, qui est notre plateforme communautaire. Je vous mets le lien ici. Vous allez dans soit la partie française, soit la partie anglophone, et vous pouvez aller dans ensuite la partie knowledge base, base de connaissances, et vous avez toute une partie webinar. Pour ceux qui se posent la question du lien d'affiliation de Alexandre qui ne donnerait que 14 jours, il y a écrit 14 jours, mais vous aurez bien 30 jours. Prenez le trial pour 14 et vous verrez que ce sera doublé parce que vous serez passé par le lien de Alexandre que j'ai affiché peut-être même un peu trop pendant toute la session. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à tester ces stratégies, à prendre des rendez-vous avec Alex si vous avez besoin de discuter avec lui, enfin prendre des rendez-vous en tout cas, lui le rajouter sur LinkedIn et n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez également publier dans le Playground toutes vos questions, toutes vos problématiques. C'est une safe place. C'est pas la jungle de LinkedIn. Donc, si vous avez vraiment aussi besoin d'aide pour challenger vos copywriting, vos stratégies, vos workflows, c'est aussi un endroit où vous allez pouvoir discuter justement avec tout l'écosystème, que ce soit des personnes qui sont clientèles GM ou pas. Donc, vous pouvez vraiment avoir accès au Playground et poser toutes vos questions ou accéder à toutes les ressources gratuites qu'on met en ligne. Le replay de la session d'aujourd'hui, je le mets en ligne là juste après la pause déj. Donc voilà. Un grand merci, Alex. C'était vraiment super d'avoir ce moment avec toi. Et du coup, oui, tu as retrouvé, ouais, c'est ça, tu as retrouvé le petit lien de la conférence sur les OF. Elle est juste au-dessus. Donc, n'hésitez pas aussi à vous y inscrire pour la session de 16h tout à l'heure. Et à très bientôt, du coup. Un grand merci encore à tous. Merci. À toutes. Ciao. Salut.